Bienvenue à cet événement sur la finance durable. Moi, je suis Luca Uccello, je suis responsable du pôle programme ici au Pacte mondial. Et je laisse tout de suite la parole à notre délégué général, Niels Pedersen. Merci Lucas, merci de votre patience, c'est les joies du direct. Donc déjà, merci à ceux qui patientent depuis une petite dizaine de minutes. On a eu quelques soucis techniques ce matin, voilà, ça arrive. Il se trouve que vous êtes très nombreux et alors pas tellement en salle, vous ne voyez pas, mais en ligne, puisqu'il y a 375 inscrits en ligne, ce qui prouve, alors c'était hier soir, donc je suis sûr qu'il y a encore des gens qui se sont inscrits ce matin. Vous êtes 110 inscrits ce matin, alors c'est toujours le principe du no-show, il y a toujours un peu moins de monde qui vient ou d'autres qui viendront en cours de route, mais ça prouve l'intérêt du sujet. Donc déjà, merci pour votre patience, pour ceux qui vous a patienté, et merci d'être là avec nous ce matin. Alors quelques mots, je crois que c'est la première fois, je ne sais pas s'il y a des participants un peu anciens au Pacte mondial, mais je crois que c'est la première fois, je regarde Conception, que le Pacte mondial s'intéresse, en tout cas Pacte mondial Réseau France, s'intéresse au sujet de la finance durable. Et donc, on est très content de cette première. Et peut-être dire quelques mots, enfin, c'est pas peut-être, je vais dire quelques mots sur pourquoi on s'intéresse à la finance durable. C'est vrai, on en parlait juste avant avec quelques-uns. Le sujet est souvent passionnel, émotionnel ou alors très abordé d'une façon très complexe, technique. Et souvent, il n'y a pas tellement d'entre-deux. C'est-à-dire, soit c'est trop compliqué, soit finalement, c'est une telle passion qu'on a un petit peu du mal à voir ce qu'on va en faire. Alors, je vous rassure tout de suite, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne rentre pas du tout dans cette approche-là ce matin. Surtout le débat et Conception le maîtrise mieux que moi, et Novétique, sur tous les débats sur la finance durable, Euronext et d'autres. Donc, je ne le ferai pas. D'autant plus que ce n'est pas du tout notre approche sur la finance durable, et ce n'est pas du tout une exclusive, hein, mais notre positionnement n'est pas celui-là. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet? Si on remonte un tout petit peu en arrière, et on peut s'intéresser à ce que vous voyez sur votre droite, sur les 10 principes du Pacte mondial et sur les 17 objectifs de développement durable. Si on regarde en réalité sur les 10 dernières années, vous le savez, entre la crise économique qui est devenue une crise financière ou la crise financière qui est devenue une crise économique, on peut aussi faire ce débat-là, la crise des subprimes, le réchauffement climatique qui est aujourd'hui une réalité et la COP 28 s'ouvre à Dubaï jeudi, mais aussi la crise démocratique, ou en tout cas la crise de la défiance démocratique qui a aussi un impact extrêmement fort sur la perception de l'opinion publique sur un certain nombre de sujets. On voit bien que la question de la finance et de l'économie et économie-finance sont finalement extrêmement sensibles et en même temps disent beaucoup. Moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, la finance soit perçue comme un vrai acteur aussi de la transition et de la transformation de nos sociétés et donc de l'économie. Et le meilleur exemple, c'est évidemment le Pacte vert ou le Green Deal. Moi, je suis un grand défenseur de ce texte-là et je vais faire évidemment une mini-polémique. J'entends beaucoup de gens nous dire « Oh là là, des technocrates européens se réveillent un matin pour faire une CSRD incompréhensible ». Peut-être, mais je ne crois pas que quiconque dans cette salle se lève en matin en disant « Tiens, j'ai imaginé un truc impossible et imbitable pour qui que ce soit ». C'est sans doute une réduction du débat public qui me paraît un tout petit peu raccourcie dans la réalité. Si on est honnête avec nous-mêmes, et on peut critiquer évidemment le processus, ça c'est normal dans un débat démocratique, c'est quand même la première fois où l'Europe non seulement prend en compte pleinement les accords de Paris dans un dispositif public, et c'est pas rien, on le voit au moment sur la trajectoire carbone, où l'Union européenne prend pleinement en compte des textes des Nations Unies, non pas à la marge sur les principes directeurs liés au business ou à l'OCDE, mais vraiment sur les objectifs de développement durable qui sont perçus comme des éléments fondateurs d'une politique européenne, en se disant il y a un agenda mondial et le continent européen, au regard de sa taille, au regard de ses enjeux, ne peut pas passer à côté. Et je trouve qu'il faut le souligner puisque c'est une réponse politique forte à ces enjeux de transformation de l'économie, avec la volonté, et là encore une fois on peut le remettre en cause, de se dire finalement dans un continent de plus de 550 millions d'Européens, on a envie, nous Européens, de faire en sorte que le cadre de vie soit préservé pour les générations actuelles, pour les générations futures, et ça passe évidemment par une transformation de l'économie, et ça passe par une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette approche. Après, est-ce que ça va trop vite, pas assez vite? Vous ferez le débat tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une véritable réponse articulée politique, mais qui n'est pas simplement des politiques. Et je rappelle quand même qu'au niveau européen, entre la Commission, le Conseil et le Parlement, vous avez quand même l'ensemble de l'éventail. L'ensemble des parties prenantes sont invitées. Et on parlera de la CSRD. C'est aussi un moment où la société civile est aussi invitée, où les experts sont invités. Donc il y a un vrai processus, pour le coup, démocratique qui est mis en œuvre.
Évidemment, après, il faut mettre en œuvre, et ça, c'est une autre paire de manches, et je ne dis pas que c'est facile. Mais en tout cas, dans le processus, et c'est là où c'est intéressant, c'est d'articuler, pour le coup, sans passion, mais avec conviction. C'est aussi la limite de nos débats, parce que évidemment le réchauffement climatique n'est pas une question de conviction, c'est évidemment pas ce que je dis, mais à un moment, si on ne met pas de la conviction pour accélérer la mise en œuvre, ça ne peut pas fonctionner. C'est un moment où la finance n'est pas perçue simplement un objet pour les banques. Sur le débat sur Balin 2, 3, honnêtement, en dehors des banquiers, personne ne comprend rien sur ce sujet-là. C'est un moment où finalement le grand public prend conscience du rôle effectif de l'économie et du pouvoir transformateur de la finance sur l'économie et du coup sur les entreprises. Et c'est là, c'est intéressant, à mon sens, entre la taxonomie et la CSRD, fait un alignement assez unique, je pense, dans cette histoire récente, alors sur les 70 dernières années, entre ce qui se passe au niveau des Nations Unies, de l'Europe, et ensuite la déclinaison par l'ensemble des États membres, puis par le secteur économique, mais aussi les acteurs mondiaux, puisqu'on voit bien le débat qu'il y a aujourd'hui sur l'Europe, mais aussi simple et double maternité, mais aussi d'autres approches, vous pourrez en parler. Et pour nous, c'est important au niveau du pacte mondial parce que, évidemment, cette initiative qui a été lancée il y a plus de 20 ans pour donner un visage humain à la mondialisation prend tout son sens aujourd'hui. Elle prenait déjà son sens il y a 20 ans. Évidemment, on entend beaucoup de questions de la part des entreprises nous dire mais finalement, quel est l'intérêt du pacte mondial aujourd'hui avec la mise en place du pacte vert, puisque nous, entreprises européennes, si on applique la CSRD, finalement, le pacte mondial n'est plus une réponse. Au contraire, alors pour le coup, c'est une vraie conviction de ma part, mais de toutes les équipes, mais aussi de tous mes collègues européens, le pacte mondial reste plus que jamais une réponse, non seulement pour articuler sur les échelles européennes, mais aussi sur les échelles internationales pour ceux qui ne seraient pas forcément concernés par la CSRD, et donc qui permet d'avoir cette grammaire commune, cette langue commune au travers des 10 principes et des 17 ODD, mais au-delà de ça, au-delà d'une vision partagée de l'économie et du rôle de l'entreprise dans la société tout entière. Et c'est là où ça devient, à mon sens, intéressant, et c'est ce qu'on a vraiment voulu insister dans ce document, c'est cette articulation des échelles, des sujets, en articulant évidemment les sujets de transition écologique et de transition sociale, puisque l'un vont avec l'autre. Ce qui est aussi intéressant, je pense, dans ce débat, c'est que finalement, alors je ne devrais pas le dire parce que l'ESG a été inventé par le premier directeur général du Pacte mondial, mais on sort un peu de ce discours de l'ESG qui est aussi un peu un discours de spécialiste. Et finalement, pareil, tout le monde met un peu ce qu'il veut dans l'ESG, dans l'extra-financier, dans la RSE. Et donc là aussi, on voit qu'on a une approche du développement durable par le haut. Alors, vous ne serez pas étonné aussi au niveau du pacte mondial. Nous, on n'est pas dans les sujets de compliance. Donc, même, pardon pour tous ceux qui font de la compliance dans la salle, mais ce n'est pas notre propos. Mais ce qui est intéressant, c'est justement comment on va au-delà, comment on va plus loin, comment on devance un certain nombre de réglementations et comment on peut les mettre en œuvre. Et là, bien au service de l'entreprise, et c'est ça qui est important pour nous. Nous, on le dit aussi régulièrement, si tout le monde respecte la réglementation, évidemment, il faut. Tout le monde ne le fait pas, mais il faut. Mais finalement, tout le monde a la moyenne. Et je pense que si on veut être une entreprise, alors je vais reprendre la fameuse expression de PwC, Émilie Bobin, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Si on veut être une entreprise leader avant-gardiste, il vaut mieux effectivement être plutôt premier de la classe qu'au milieu si on veut se démarquer dans l'ensemble de ses compétiteurs. Donc merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes ce matin de vous prêter à cet exercice de haut vol. Merci à Conception de l'animation. Je suis sûr que ça va promettre de beaux débats et des échanges dans la salle et en ligne. Vous allez voir comment vous pourrez échanger en ligne aussi avec les questions-réponses sur les Q&A. Donc merci aux intervenants ce matin. Je voulais également aussi remercier l'équipe, Lucas, aussi, donc je vais reprendre Lucas, Maëlys, Olivier, Philippe, Dina, et je voulais vraiment remercier Dina parce que vous avez donc eu le temps, pendant 10 minutes qu'on vous a proposé ce matin en attente, de parcourir ce petit livret. C'est toujours, je trouve, la difficulté des guides, c'est que ça a l'air de pas grand-chose quand on l'a entre les mains. C'est un joli petit document et je peux vous dire qu'il y a énormément de temps passé dans la rédaction, dans la conception, mais aussi dans l'appropriation du document. Et donc, je voulais vraiment remercier Dina et les équipes et Lucas de ce travail-là. Et vous pourrez retrouver le guide parce que je pense que c'est vraiment un document
qu'on a voulu deux positionnements de cadrage sur ce sujet. Voilà. On pourra dire beaucoup de choses, mais je voulais surtout, encore une fois, vous remercier d'être présents. N'hésitez pas à échanger, partager. L'idée pour nous, c'est vraiment aussi de pouvoir enrichir au maximum le débat au travers de ce que nous proposons aussi du Pacte mondial. Et vous allez retrouver ça en ligne de toute façon, comme beaucoup de ressources. Et je le dis aussi, énormément de ressources sont disponibles en ligne pour les membres ou pour les non-membres sur le site du Pacte mondial, puisqu'on a une double vocation, à la fois informer les entreprises françaises sur les sujets liés au développement durable, mais également outiller les membres sur un certain nombre de documents. Et donc celui-là, même si c'est un document public, en fait partie. Voilà. Très bonne matinée et je te repasse la parole, Lucas. Merci Nils. Alors, je ne prends pas trop de temps. J'ai introduit du coup Anne-Sophie Levavasseur, partenaire de Columbus Consulting, et Guillaume Prince pour une keynote en route vers la durabilité, s'est préparé à la CSRD. Merci beaucoup Lucas et merci à tous d'être là ce matin pour parler de la CSRD, qu'est-ce que c'est et puis comment on peut s'y préparer. Je vais prendre un premier moment pour vous expliquer d'où vient cette réglementation, quels sont ses objectifs, et puis Guilhem parlera un peu plus concrètement de quelques clés ou étapes pour vous y conduire. Donc la CSRD... La CSRD ou Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est apparue avec le Green Deal européen et qui est une extension de la NFRD, qui est le reporting extra-financier que vous connaissez aujourd'hui. Cette réglementation, comme le disait Nils, on pourrait effectivement la voir comme une lourdeur administrative de plus. Je pense que ce serait une vraie erreur de le voir comme ça. C'est plutôt une réelle opportunité, parce que ça va vous ouvrir un champ de transformation, de transition de vos entreprises qui est très vertueux, notamment par la façon dont elle est construite, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ça me fait un peu penser, moi, en fait, au courant qu'on a vu, alors certes sur le secteur financier, mais avec les réglementations sur la conformité qui sont apparues il y a quelques années, qui ont totalement changé la façon d'aborder les financements dans le monde financier, certes d'être contraignant, mais vraiment d'obliger à réfléchir sur qu'est-ce que je finance, pourquoi je le finance. Pareil, sur les risques et sur toutes les règles prudentielles, ça a vraiment transformé le métier de financeur. Alors aujourd'hui, avec un écho qui est beaucoup plus important parce que la CSRD s'adresse à toutes les entreprises, c'est pareil. On a aussi un moment où on vous demande de réfléchir différemment à votre entreprise, à ce que vous faites, la façon dont vous vous projetez, à votre modèle et à qu'est-ce qu'il a de vertueux et comment vous voulez conduire votre entreprise sur les prochaines années. C'est en ça que je trouve que c'est une vraie opportunité. Alors la CSRD, c'est une extension de la NFRD. Donc pareil, c'est un reporting extra-financier qui va vous demander de reporter l'état et la projection de vos entreprises sur des indicateurs qui sont autres que financiers. La NFRD, elle avait quelques thématiques de reporting qui étaient la protection de l'environnement, des questions sociales, du respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et puis des notions de diversité. Pareil, on va retrouver ces notions, mais avec beaucoup plus de détails et sur un périmètre étendu. Alors d'abord, sur un périmètre étendu en termes d'entreprises. On considère qu'à peu près, il y a 50 000 entreprises qui vont être soumises à la CSRD en Europe, 8 000 en France. Ça vous donne un peu l'étendue de l'impact. Ça, c'est la première vertu de CSRD, c'est d'élargir le nombre d'entreprises qui sont soumises à ces reportings extra-financiers. Ça commence au 1er janvier 2024 en termes de collecte des données. Les premiers reportings CSRD apparaîtront au 1er janvier 2025 sur l'ensemble de l'année 2024. Et ça va s'étaler progressivement jusqu'à 2028 pour intégrer de plus en plus d'entreprises, en allant jusqu'à 2028 aux entreprises de 700 000 € de chiffre d'affaires ou des sociétés, des filiales européennes de sociétés qui ne sont pas européennes. Premier objectif de la CSRD, élargir le nombre d'entreprises qui y sont soumises. Deuxième objectif, rendre plus fiables les reportings, puisque vos reportings seront audités par des OTI. Et puis introduire une notion de comparabilité. En fait, la précision du reporting qui vous est demandé
va permettre de comparer l'ensemble de ces rapports. Donc on va créer une sorte de référentiel ou d'état de l'art sur le marché, sur ces reportings extra-financiers qui seront comparables. Et puis, autre notion que je trouve, moi, la plus vertueuse, c'est l'introduction de la notion de double matérialité, qui est le premier exercice que vous allez faire quand vous allez travailler sur la CSRD. C'est de réfléchir à qu'est-ce qui est matériel pour vous, quels sont vos impacts et ce à quoi vous devez prêter attention au sein de votre entreprise. Alors, la CSRD, je ne sais toujours pas, mais... la CSRD, comment elle se compose? Alors, elle est effectivement un petit peu compliquée, ça nécessite de rentrer dedans, mais elle est très hiérarchisée, très architecturée. Vous avez des ESRS, il y en a 12. C'est des thématiques de reporting, en fait, ces ESRS. Il y en a 2 transverses, 4 sur l'environnement, 2 sur la gouvernance, et 1 sur la gouvernance et 4 sociaux. Ces 12 thématiques de reporting se déclinent en 82 DR, 82 domaines de reporting. Et eux-mêmes, après, donc ça c'est tous les reporting qui complètent la NFRD, je vous disais l'environnement du social, là on va beaucoup plus largement, mais on reste sur des thématiques RSE, et tout ça se décline après en 1200 à peu près data points, 1200 données que vous devez reporter. Sur ces 1200 données, il y en a à peu près 200 volontaires, 1000 qui sont obligatoires, et 74% qui sont des données qualitatives. Donc il y a un exercice effectivement de définition de la donnée, de collecte et de consolidation qui va être important dans vos entreprises et qui va nécessiter d'être organisé ou de raisonner par étapes, comme vous l'expliquera Guilhem. Donc en fait, à travers ce reporting, on va vous demander de reporter sur beaucoup de données, d'informations sur l'état de votre entreprise, sur la gouvernance, sur votre chaîne de valeur, sur vos émissions carbone, sur la projection que vous faites de quelle trajectoire de réduction vous avez, sur vos pratiques de lobbying, sur vos pratiques sociales, toutes les thématiques de la RSE sur lesquelles vous allez pouvoir reporter. Alors je voudrais maintenant revenir à la double matérialité, qui est le premier exercice que vous allez faire dans le cadre de la préparation de ce reporting CSRD. La double matérialité, c'est un exercice que vous faites avec vos parties prenantes. Donc d'abord, on identifie ces différentes parties prenantes, et puis on réfléchit au business model, à la chaîne de valeur, et on regarde quelles sont la matérialité des impacts. D'abord, des impacts financiers, c'est-à-dire quels sont les impacts des changements socio-économiques sur la pérennité, la rentabilité, la durabilité de mon entreprise. Et sur un autre axe, quels sont les impacts que provoque mon entreprise, les impacts socio-économiques que génère mon entreprise sur l'environnement, sur la société. C'est vraiment ces deux axes. Et sur chacune des thématiques, des thèmes et sous-thèmes de la CSRD, vous allez vous poser la question avec vos parties prenantes de est-ce que j'ai sur ces thèmes des risques, est-ce que ce thème représente un risque ou une opportunité pour moi? Auquel cas, c'est matériel et donc vous allez devoir travailler votre plan de transition et votre reporting là-dessus. Excusez-moi. Donc, ça, c'est la première vertu de la réglementation CSRD, c'est vraiment de vous poser sur la matérialité des enjeux RSE et la façon dont vous pouvez les appréhender. Deuxième vertu de cette réglementation, c'est que contrairement aux autres réglementations, et notamment à NFRD, elle vous projette sur l'avenir, elle vous engage en fait. Vous devez reporter sur des trajectoires de réduction de CO2, sur tous vos plans d'action, sur les différentes thématiques ou data points sur lesquels vous allez devoir reporter. On vous demande des plans d'action, on vous demande de vous projeter. Donc avec ces deux éléments, en fait, ça en fait une réglementation qui est un peu spécifique et qui ne doit pas être vue comme un exercice de conformité, en fait. On pourrait le voir comme un exercice de conformité, mais ça va être très limitant si vous le voyez que comme ça. Si vous le prenez comme un outil au service d'une discussion avec vos parties prenantes pour challenger votre business model, pour challenger vos impacts, et en profiter pour aller assez loin dans quel doit être mon plan de transition, comment je le fais, eh bien, vous aurez tout gagné. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a 50 000 entreprises qui vont y être soumises, donc on va créer un référentiel sur le marché. Donc, il est important de prendre ça comme un exercice
nécessaire, parce qu'il y a une notion de comparabilité, comme je le disais, et parce que tout le monde va s'y mettre. Donc en fait, si vous n'avez pas un reporting CSRD qui est complet, qui est profond en fait, et qui vous engage sur l'avenir, vous allez de fait être pénalisé par le marché, par la masse des reportings CSRD qui vont arriver. Voilà pour ce que c'est. Je vais maintenant laisser la parole à Guilhem pour vous expliquer comment on peut se préparer à ce reporting. Merci. Alors, d'abord, je vous demande pardon parce que j'ai la voix un peu entamée ce matin. Oui, qu'est-ce que ça va changer pour vous et dans quel chantier vous devez vous lancer? Alors, la première chose, la première étape, d'après moi, pour les directeurs et pour les responsables RSE, et il y a probablement un certain nombre d'entre vous qui correspondent à cette caractéristique, c'est d'aider les dirigeants à s'approprier le sujet et permettre le choix d'une voie face à cette réglementation en fonction de la situation et du niveau d'exposition de l'entreprise, en fonction de ses enjeux de compétitivité propres, parce que c'est une question de compétitivité en fin de compte. Est-ce qu'il s'agit de rassurer les financeurs, les investisseurs? Est-ce qu'il s'agit de sécuriser des débouchés sur le marché? Est-ce qu'il s'agit de sécuriser la fidélité des collaborateurs? Et c'est une liste non finie. Et selon les situations propres à chaque entreprise, les dirigeants pourront, au-delà de la conformité, choisir de saisir des opportunités d'optimisation de la performance, parce qu'il y en aura, choisir d'adopter un positionnement d'entreprise responsable, voire adopter une stratégie d'impact positif. Et on espère qu'un certain nombre des entreprises ciblées iront jusque-là. Et il me semble que nous, consultants, on partage avec vous une première responsabilité qui est celle de la pédagogie et qui est celle de l'aide à la décision pour ces équipes dirigeantes, en animant leur réflexion collective. Et il nous semble, à nous, chez Columbus, que le choix de l'ambition de transformation que les entreprises vont se fixer, il doit se fonder sur la singularité de l'entreprise. C'est-à-dire au service de quel dessein et avec quel angle l'entreprise aborde ce sujet. Et ça lui est totalement propre. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a réfléchi quand on s'est posé la question d'adhérer au Pacte mondial. C'est comme ça qu'on a réfléchi avant de choisir de devenir une entreprise à mission et de devenir Bicorp. Une fois que cette étape du choix, d'abord de la compréhension, puis du choix d'une voie passée, vient le temps de l'analyse de la double matérialité que vient de citer Anne-Sophie, parce qu'au fond, tout part de là. Donc parmi les 12 thématiques, parmi les 82 domaines et in fine les 1200 data points potentiels, c'est très surprenant ce bruit, quels sont ceux qui s'appliquent concrètement à l'entreprise? Et cet exercice, il va demander du temps et de la disponibilité. Et donc, il va demander de l'anticipation. Parce que il faut décrire le modèle d'affaires pour être capable de présélectionner les domaines de matérialité. Et si le domaine d'affaires n'est pas déjà décrit, vous avez du travail. Et puis ensuite, il faudra interroger l'ensemble des parties prenantes pour confirmer la matérialité et l'évaluer. En parallèle de cette analyse de la double matérialité, vous avez votre empreinte carbone à évaluer. Là aussi, il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils qui sont disponibles sur le marché. On pourrait citer ACT de l'ADEME. Et là encore, disponibilité des équipes, anticipation, et je rajouterais même rareté des ressources sachantes en la matière, parce que tout le monde va vouloir le faire, tout le monde va vouloir le faire en même temps, et donc ceux qui auront anticipé gagneront la course. La troisième étape, c'est la construction de la trajectoire de progrès. C'est au fond écrire sa stratégie RSE, c'est-à-dire fixer un cap et fixer des niveaux d'ambition dans le temps. Et ça a trois vertus. Ça permet de mobiliser les ressources de l'entreprise plus efficacement, et d'ailleurs dans votre discussion avec les dirigeants, ça vous aidera beaucoup. Ça rendra la progression lisible pour l'ensemble des parties prenantes, y compris à l'extérieur. Et puis ça vous permettra de sélectionner les indicateurs pertinents pour le reporting qu'il y aura à faire in fine. Vient à ce moment-là une quatrième étape que tout le monde a envie d'oublier et qui va être importante et peut-être même lourde, surtout quand l'entreprise est étendue ou quand elle a une maturité assez faible en termes de management de la donnée et de transparence de l'information. C'est établir les conditions de la collecte de ces données. Où sont-elles, ces données? Sous quelle forme? De qui a-t-on besoin pour les obtenir?
Est-ce qu'il y a des retraitements à effectuer? Comment est-ce qu'on va les consolider? Sur quels outils? Et ça, c'est une nouvelle organisation à construire, ou au moins, c'est une transformation de l'organisation en place. Avec des process, des outils, certainement des choix à faire en termes de management de la data, d'architecture de la donnée, et peut-être en termes d'outillage. Il y a un certain nombre d'outils qui sortent, il en sort très régulièrement en ce moment sur le sujet, et il vous appartiendra de les choisir. Et c'est seulement quand on en est arrivé là qu'on peut commencer à parler de construire un reporting collecté de la donnée. Alors vous l'avez compris, c'est un long chemin, et le temps presse. Et donc je vais prendre un exemple. Si vous êtes éligible CSRD janvier 2026 sur l'exercice 2025, l'agenda, ça pourrait être celui-là. Maintenant, là, et jusqu'à la fin du premier trimestre prochain, vous avez un COMEX à mobiliser, vous avez une analyse de double matérialité et une étude de l'empreinte carbone à faire. Au deuxième trimestre 2024, vous avez une stratégie RSE à écrire si elle n'existe pas déjà, c'est-à-dire un plan de progrès et des KPI à identifier. Au troisième trimestre, vous allez pouvoir définir l'organisation de la collecte et choisir les outils qui vont avec pour pouvoir déployer cette organisation au quatrième trimestre et être prêt dès janvier 2025 à commencer à collecter des données. Et notre conseil, ce serait, et faites-le plusieurs fois au cours de l'année 2025 pour affiner vos outils, leur paramétrage, votre organisation, affiner vos KPI pour qu'à la fin de l'année, la préparation de votre rapport soit faite dans la sérénité. J'en ai terminé. Merci Anne-Sophie, merci Guilhem. Je voulais vous dire d'abord, on est vraiment désolé parce qu'entre le présentiel et en ligne, vous avez vu, on a des petits problèmes techniques qu'on essaye de régler, c'est désagréable, donc voilà, vraiment désolé. Et du coup, ça m'a perturbé et j'en ai manqué à tous mes obligations de hôte puisque je n'ai pas cité notre partenariat avec Columbus Consulting tellement j'étais obsédé. Pour ceux qui étaient les plus attentifs, vous avez remarqué, non seulement sur la couverture, dans l'édito et dans les auteurs, Columbus Consulting est un partenaire de très haute qualité dans la rédaction de ce guide. Ce n'est pas simplement, c'était tellement évident, et je ne l'ai pas dit en introduction, et c'est pas bien, que c'est un partenariat, un vrai partenariat de production entre les équipes de Columbus, et je remercie, alors je sais pas, voilà, à l'arrière, une partie des auteurs, avec aussi le Pacte mondial. Mais voilà, je voulais rectifier cette absence de mention, parce qu'elle est importante. Et Columbus n'est pas simplement présent ce matin, et merci encore une fois pour faire le slide, mais c'est un vrai contributeur à cette matinée et à ce guide. Donc voilà, je voulais corriger, je vous rassure, je ne reprends pas la parole pour commenter ce que vous avez dit, mais voilà, pour rectifier cette erreur. Et je passe maintenant la parole à Conception Alvarez qui, elle, va pouvoir parler autant qu'elle le souhaite ce matin. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Je vais demander à nos intervenantes, parce qu'on a un panel exclusivement féminin ce matin, de me rejoindre. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Aïda Ao, qui est responsable du reporting extra-financier chez Danone. Malgosia Guibert, responsable en offre de conseil ESG au sein d'Euronext. Mathilde Dufour, qui est donc directrice de la recherche en développement durable chez Mirova. Et Émilie Thierry, directrice juridique adjointe des droits des sociétés du droit boursier chez L'Oréal. Merci d'être avec nous. Je me présente brièvement. Je suis Conception Alvarez. Je suis journaliste pour Novetic depuis 2015 et rédactrice en chef adjointe. Et donc, Novetic, très rapidement, c'est un média en ligne sur la transition écologique, la finance verte et la finance durable plutôt, et la RSE qui existe depuis les années 2000. C'est aussi un centre de recherche et un centre de formation. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet après cette intéressante présentation qui nous a peut-être un petit peu effrayés. On va essayer de rassurer le public, tant bien que mal. Peut-être Malgosia, vous qui avez une vue assez large du marché, si on prend un petit peu plus de recul, comment le marché justement a réagi aux différentes réglementations européennes et notamment à la SFDR qui est arrivée en 2021. Effectivement, quand on a entendu déjà que
La finance durable, ça date depuis très 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 longtemps, mais ce qu'il manquait toujours, c'était des standards, des moyens de comparaison, de vérification. Est-ce que le fonds ou les portfolio managers, ils font vraiment ce qu'ils disent? Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec la SFDR, sachant qu'il faut garder quand même en tête que c'est un exercice de reporting, c'est pas un exercice de performance durable, c'est un exercice de transparence pour le fonds. Et ça, effectivement, ça a apporté une visibilité accrue sur les tendances du marché. Est-ce que les fonds, ils s'engagent à vérifier les impacts potentiels négatifs ou positifs des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et on voit effectivement que le nombre de fonds a augmenté de façon très significative depuis l'application de la SFDR. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la répartition de fonds, elle n'est pas la même selon le pays. Donc on voit les pays qui sont très 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 avancés, où il y a plus de 95% du marché qui est dans le fonds article 8 ou 9, donc c'est le fonds qui ont des objectifs qui sont liés au développement durable. Et il y a aussi pays comme Italie, où c'est à peu près moitié du marché. Donc on voit cette tendance, le nombre de fonds il augmente. C'est lié aussi au fait qu'il y a de plus en plus de banques ou de fonds pension qui excluent le fonds qui ne sont pas durables de leur sélection. Donc ça force le marché de s'engager et surtout ça apporte cette transparence qui permet de comparer un investisseur, soit institutionnel, soit individuel, l'engagement finalement de fonds et surtout le progrès dans leurs expositions aux facteurs environnementaux et sociétaux. Et parmi les pays bons élèves, qui est présent dans cette catégorie? Alors, ceux qui sont le plus avancés, il y a Pays-Bas, et les pays nordiques aussi, il y a à peu près 90% du marché. La France, c'est pas mal, il y a entre 75 et 80% du marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que 75% de fonds qui sont article 8 ou 9, donc qui ont cet engagement vers la durabilité, ce sont des fonds actifs. Donc ce sont des fonds qui vraiment font l'analyse des entreprises dans lesquelles ils investissent. Peut-être pour rebondir, Mathilde, vous, comment vous l'avez vécu chez Mirova, l'arrivée de la SFDR? Oui, alors peut-être un récapitulatif rapide de qui est Mirova. Donc, on est une société de gestion qui a été créée en 2012 avec pour objectif d'investir dans la durabilité sur l'ensemble de nos processus d'investissement, qu'on investisse dans des grandes entreprises cotées ou dans des projets d'infrastructure ou dans des petites entreprises. Donc, on avait depuis avant la SFDR, donc la directive qui concerne le secteur financier, déjà cet objectif de durabilité. Donc la SFDR ne nous a rien apporté de nouveau, si ce n'est d'avoir un écosystème dans lequel on pouvait mieux classifier nos fonds. Donc on a parlé des fonds articles 6, 8 et 9. Donc les 8 et 9 étant des fonds qui ont une dimension ESG dans leur process d'investissement. L'ensemble des fonds de Mirova sont classifiés aujourd'hui article 9. Et ce que ça nous a apporté beaucoup, c'est un concept qui est aujourd'hui un petit peu décrié, mais c'est la notion d'investissement durable. C'est la première fois qu'à un niveau donc européen, on a de manière commune défini ce qu'on appelle investissement durable. Donc je vous le rappelle brièvement, il y a 3 dimensions. La première, c'est de se dire c'est un investissement qui contribue à un objectif environnemental et ou social. La deuxième chose, c'est que cette contribution ne doit pas se faire au détriment d'autres sujets. Donc il y a la notion de ne pas faire de mal à un autre objectif de développement durable. Et puis enfin, la troisième notion, c'est la notion de la bonne gouvernance. Donc c'est-à-dire qu'on investit aussi dans des entreprises qui ont mis en place les moyens d'assurer cet impact positif. Donc ça a été très positif pour le marché. Ça a ouvert, donc comme on le disait tout à l'heure, l'ESG, c'est quelque chose qui date dans le monde de la finance, mais ça a mis un peu sur un niveau commun la manière de communiquer sur ces éléments.
Et alors justement, ça va permettre la CSRD va permettre de mieux structurer ce dialogue investisseur-entreprise. Quelles sont les attentes, Malgosia, justement, des investisseurs envers les entreprises sur ces données extra-financières? Quels obstacles passer peut-être et qu'est-ce qu'on peut attendre à l'avenir? Alors effectivement, les investisseurs attendent avec impatience que les entreprises commencent à produire les indicateurs qui sont comparables, parce que le travail d'un gestionnaire de fonds, c'est de choisir les bonnes entreprises, mais il faut d'abord qu'ils puissent les comparer sur les mêmes bases. Donc il y avait cette nécessité d'apporter de méthodologies très précises pour les publications des entreprises. Après, les investisseurs, ils ont vécu eux-mêmes cette manque de standardisation et ils sont assez lucides, je pense, voilà, que le reporting extra-financier ne sera pas parfait. Ce qui est très important, c'est qu'il soit transparent. Et surtout, un exemple que je donne d'habitude, les émissions à effet de serre, le scope 1, 2, ils ne sont pas très compliqué à calculer, mais dès qu'on entre dans le scope 3... Celui qui pèse le plus lourd dans l'empreinte. Voilà, ça prend 2-3 ans pour avoir quelque chose qui est robuste. Parce que c'est très difficile. Déjà, il faut regarder en interne, dans l'entreprise en interne, quelles sont les données, mais il faut aussi engager la chaîne de valeur pour pouvoir récupérer la donnée qui est pertinente. Donc, je pense que les investisseurs, ils ont aussi conscience que c'est quelque chose qui prend du temps, qu'ils ne s'attendent pas que 100% de Scope 3, elles vont être publiées. Par contre, ce qui est très important, c'est la transparence de la méthodologie et la façon de calculer les émissions pour pouvoir comparer effectivement l'exposition au risque de changement de prix d'énergie, par exemple, ou risque de transition, tout simplement. Donc cette transparence, elle est très, très importante pour les investisseurs. Et justement, comment vous appréhendez l'arrivée ou qu'attendez-vous de la CSRD en tant qu'investisseur responsable ? C'est exactement ce qu'on disait, c'est la transparence. Je pense que côté investisseur, alors ce qui est assez drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais comme on est soumis depuis déjà 2 ans à une directive, on a été obligés, nous, de collecter des indicateurs qui n'existaient pas encore. Donc on a dû prendre l'habitude de travailler avec des estimations, etc. Tout ça pour dire que sur la transparence et la qualité des indicateurs, on n'attend pas quelque chose de parfait. Je pense que l'illusion de la comparabilité... On est tous bien au fait que ça n'existera pas. Et ce qu'on attend beaucoup en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on disait aussi, c'est générer du dialogue, de la discussion. On ne va pas s'attacher à regarder des points de données qu'on va essayer de comparer par secteur, par géographie, par taille d'entreprise, mais plus discuter avec les entreprises sur comment cette analyse de matérialité a été faite, qu'est-ce que ça a déclenché en matière de plan de transition, en matière d'axes d'amélioration. Et donc c'est surtout cette base commune qui va servir aux investisseurs. Et j'ajouterais qu'on est des investisseurs qui n'investissons pas qu'en Europe. Donc on a quand même encore un sujet important de comment on travaille avec les entreprises qui ne sont pas européennes. Et là-dessus, la manière dont on voit les choses, c'est que CSRD, c'est un outil qui va aussi nous permettre de générer de la discussion avec des entreprises qui ne sont pas soumises aujourd'hui à ce cadre-là. Mais ça a un pouvoir aussi de structuration, on l'espère, plus largement au-delà des frontières européennes. Alors, oui, je veux peut-être juste rajouter une chose, c'est que beaucoup d'entreprises, ils ont peur de se lancer parce que ça ne va pas être parfait. La première année, il ne faut surtout pas attendre. Lancez-vous et même les données partielles, tant qu'il y a la transparence sur la partialité, elles vont être très, très appréciées par les investisseurs. Et du coup, vous disiez aussi sur les PME, c'est très important, elles vont être concernées plus tard, mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'elles ne sont pas forcément aussi bien staffées que les plus grandes. Et il y a une étude aussi qui est sortie pour dire que ça allait coûter extrêmement plus cher pour les PME. Alors effectivement, beaucoup de PME, sauf les PME à impact, elles ne sont pas très avancées sur les sujets de collecte des indicateurs. Donc effectivement, cette introduction de suivi des indicateurs, même la structuration de la stratégie, de la pensée autour de la gouvernance, ça prend du temps.
bien sûr, pour une entreprise qui est plus petite, c'est plus facile de collecter la donnée. On a besoin moins d'outils, donc souvent il y a un Excel qui se balade un peu partout à l'intérieur. Mais c'est possible. Donc il ne faut surtout pas hésiter de s'élancer. Il y a aussi, la CSRD, elle prévoit des délais d'implémentation de certains disclosure requirements, excusez-moi, c'est des exigences de communication. Donc, moi j'encourage surtout commencer par la double matérialité pour comprendre le contexte, comprendre l'écosystème et savoir qu'est-ce qui est pertinent. Et sur cette base-là, on peut commencer à créer la stratégie. Donc une fois on sait où on va pouvoir commencer à réfléchir sur comment on le mesure, quels sont les objectifs on met en place. Mais ça prend du temps, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Alors justement, Aïda Hao chez Danone, donc vous êtes en charge du reporting extra-financier. Comment est-ce que vous avez commencé à vous préparer à la CSRD ? Est-ce que justement vous avez commencé par définir cette double matérialité ? Est-ce que vous êtes déjà... comment vous vous préparez ? Est-ce que vous êtes déjà en train de collecter les données ? Oui. Déjà, je commencerai par dire qu'on a beaucoup de chance chez Danone parce qu'on ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'il y avait des analyses qui existaient déjà de risques, d'opportunités, d'impact. On avait aussi beaucoup d'équipes opérationnelles qui travaillaient sur ces sujets. Donc, on n'a pas découvert des sujets dans la CSRD, dans les ESRS. Et on avait une certaine maturité sur le reporting qui a facilité les choses. Maintenant, de par la taille du groupe, c'est quand même un exercice très important qui, à nous aussi, a fait peur au début et peut-être que ça nous fait encore un peu peur. Et ça demande beaucoup de travail. Et on a commencé par justement aller chercher tout ce qu'on avait déjà, beaucoup sensibiliser jusqu'au plus haut parce que par rapport à la déclaration de performance extra-financière, les attentes sont beaucoup plus élevées. On a aussi un niveau d'implication au niveau du board, au niveau du COMEX qui doit être beaucoup plus important que sur la déclaration de performance extra-financière. Donc beaucoup de sensibilisation pour engager ces parties prenantes internes, toutes nos parties prenantes internes plus globalement en termes d'opérationnel, en développement durable, en finance, au legal. On parle plus d'une centaine de personnes rien qu'en interne. Donc beaucoup de sensibilisation, du training pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la double matérialité. Parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident de comprendre un impact vs un risque vs une opportunité. Et ensuite, on s'est lancé en même temps dans la double matérialité et dans un gap assessment, une analyse de différence par rapport à ce qu'on publiait déjà et les ESRS, dans la mesure où on pense qu'on aura beaucoup de sujets sur lesquels on devra reporter de par la taille et l'ampleur de notre chaîne de valeur. Même question chez L'Oréal. On a la chance d'avoir deux grands groupes. Émilie Thierry, justement, comment vous appréhendez la CSRD et qu'en attendez-vous aussi ? Oui, alors nous, on partage les constats qui viennent d'être faits. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment rester attaché aux objectifs de la réglementation pour ne pas perdre de vue le cap qui nous est donné de franchir. Donc l'objectif de la réglementation, c'est la matérialité, c'est d'avoir moins d'informations mais de meilleure qualité. Donc on a commencé par cette analyse de double matérialité en capitalisant effectivement sur tout ce qui avait déjà été fait. Les risques, on ne les découvre pas. Les impacts, on a la chance aussi d'avoir un programme de développement durable qui est basé sur les impacts et les limites planétaires. Mais voilà, c'est vraiment l'opportunité d'aller détecter des éventuels angles morts, de challenger aussi sa propre stratégie et de la faire évoluer ou de la conforter. Donc voilà, très important. La deuxième étape, et donc le deuxième objectif du législateur, c'est standardiser pour arriver à cette comparabilité. Et la standardisation, ça implique de faire finalement, de réfléchir à ses propres définitions. Et là aussi, c'est un travail qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il faut apprendre à défaire. Ce qui n'est pas une mince affaire, et à reformater les outils pour qu'ils correspondent aux nouvelles définitions et vraiment jouer les règles du jeu, les nouvelles règles du jeu qui nous sont données dans un temps extrêmement réduit. Donc faire ce bridge, ce pont avec les nouvelles définitions, c'est un travail quand même très, très important qu'il ne faut pas sous-estimer. Le troisième objectif du législateur, c'est la vérification. Alors, c'est pas la révolution. En France, on fait déjà de la vérification, parfois en assurance raisonnable pour L'Oréal sur certains indicateurs. Mais
L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une vérification à terme, comme pour l'information financière. Donc ça veut dire revoir finalement fondamentalement la façon dont est remontée la donnée pour avoir des process aussi robustes que pour l'information financière. Et on comprend l'objectif du législateur, c'est de placer l'information de durabilité au même niveau que l'information financière pour arriver à prendre des décisions d'investissement. Donc il faut qu'elle soit comparable, mais également robuste. Et donc là, ça implique finalement d'aller renforcer les systèmes d'information, essayer pour nous d'en avoir moins, de meilleures interfaces, etc. Et aussi les systèmes de controlling de la data, de contrôle interne. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de fond qui va prendre du temps. Et enfin, le dernier objectif qui n'est pas encore tout à fait clair, pour moi en tout cas personnellement, c'est le tagging. C'est le balisage des données pour qu'elles soient lues tant par l'homme que par la machine, pour arriver à faire de l'analyse de masse qui, j'imagine, vous intéresse beaucoup. Mais voilà, avoir cette vision aussi, donc construire son reporting tout en n'oubliant pas le balisage qu'on va devoir faire, tant sur des données quantitatives que des données qualitatives, comme pour les informations financières. Bon, voilà, c'est un véritable challenge. Je ne veux pas faire peur, mais c'est un challenge, en tout cas pour les sociétés qui sont soumises à la CSRD au 1er janvier 2024, puisque c'est demain. Moi, je voulais savoir justement comment vous accompagnez vos fournisseurs sur la chaîne de valeur, parce que vous n'êtes pas tout seul, justement. Ça entraîne tout un chamboulement dans les process. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les accompagner ? Oui, alors la CSRD vient vraiment conforter la vision qu'on avait le développement durable ne se joue pas seul. Il se joue avec sa chaîne de valeur et particulièrement avec ses fournisseurs. On ne peut pas faire une stratégie climatique sans ses fournisseurs. On ne peut pas faire une stratégie en matière de biodiversité, d'économie circulaire, etc. sans ses fournisseurs. Donc c'est vraiment un partenaire clé pour le succès de la stratégie de développement durable. Et ça, c'est une réalité qui est prise en compte depuis des années. Nous, par exemple, les fournisseurs, on les incite à répondre au CDP. Donc, je ne fais pas de la pub pour le CDP, mais juste le reporting est assez vertueux puisque ça implique de prendre conscience de là où on en est, de faire son diagnostic, de rendre compte ce qui coûte véritablement à élaborer une stratégie de remédiation et à terme une stratégie de transition. Donc, c'est vraiment ce qu'on pousse à faire. Et on sait qu'au-delà du reporting, une fois qu'ils auront construit leur stratégie, il faudra la financer. Puisqu'il faut accélérer, il faut qu'on aille plus vite, et pour la planète, mais aussi individuellement pour chaque entreprise, pour qu'elle puisse réussir ses programmes de développement durable. Donc là, on cherche à réfléchir à des moyens d'aide des fournisseurs, notamment à les faire bénéficier de nos délais de paiement ou les payer à vue, leurs factures, etc. Réfléchir à leur prêter des fonds. Enfin voilà, c'est la réflexion qu'on a initiée sur cette partie. C'est intéressant parce que chez Danone aussi, vous avez identifié des points d'amélioration ou des points de blocage qui vont être compliqués pour cette mise en œuvre. Oui, effectivement, on en a identifié pas mal. L'importance, évidemment, de l'exercice tant de double matérialité que d'alignement avec les ESRS. Énormément de nouveaux points de données, alors qu'on en publiait déjà beaucoup. Et ça nous demande de mettre en place des nouveaux systèmes pour remonter ces données, d'engager énormément l'opérationnel tant en interne qu'en externe. Donc, effectivement, on doit aller chercher de l'information en externe tout au long de notre chaîne de valeur. Et ça demande du temps. Honnêtement, on ne pense pas être 100% compliant sur les ESRS quand on publiera en début 2025. Mais voilà, on fait de notre mieux. On avance autant qu'on peut. Mais c'est vrai que la quantité d'informations qui est demandée est extrêmement lourde pour nous. Ça va nous demander beaucoup de temps. Et on fera de notre mieux. Et finalement, comme je disais, c'est une bataille constante d'engagement des équipes. Mais elle le voit aussi, je ne veux pas avancer sur les questions, mais elle le voit aussi beaucoup comme une opportunité. Donc on préfère le voir sur le volet de l'opportunité, de voir ça comme une barre qui est placée très haute pour tirer tout le monde vers le haut petit à petit, pas la première année, mais c'est vraiment notre perception de la CSRD aujourd'hui. Et on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez considérer des sujets
plus majeur, mineur? Est-ce que c'est délicat de focaliser son attention sur certaines thématiques? Parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. Alors, pour nous, c'est assez complexe. Si on regarde aujourd'hui ce qu'on publie, tous les sujets de la CSRD sont déjà dedans avec une importance qui est égale. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que le changement climatique est plus important que les sujets, par exemple, de diversité. Et même en interne, pour faire avancer les sujets, c'est encore une fois très regardé par le COMEX, par le board. On fait une analyse de double matérialité qui met en avant nos sujets importants. Donc, écarter les sujets qui sont actuellement dans la CSRD, on n'y est pas encore. Parce qu'encore une fois, en tant que groupe de notre taille, tout nous semble matériel pour le moment. On n'a pas les résultats de la double matérialité. Donc, je dirais que pour l'instant, non. On a plutôt une vision holistique de la CSRD. Ça nous permet d'avancer sur tous les sujets plutôt qu'une sélection de sujets. Maintenant, je pense que ce n'est pas la réalité pour toutes les entreprises. Voilà. Mathilde, vous le disiez, vous allez axer beaucoup, enfin, vous axez votre travail sur le dialogue avec les entreprises. Cet exercice, on parle beaucoup de données, mais est-ce que la CSRD ne va pas permettre finalement de passer de la RSE de données à une RSE de transition qui puisse réellement faire changer les choix et le business model en fait, des entreprises pour qu'elles soient véritablement alignées avec les ODD, les objectifs de l'accord de Paris, etc. Alors, je ne sais pas si on réussira à faire changer tous les business models, mais ce qui est sûr, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sera attentif à ne pas utiliser la CSRD juste comme un outil de collecte de data, de comparabilité, pour faire du tout quantitatif et construire des portefeuilles qui auraient le meilleur ratio sur tel indicateur, qui, soit dit en passant, sera forcément pas comparable complètement d'une entreprise à l'autre. Donc c'est pour ça que, en tout cas, dans les premiers temps, mais je pense que même à l'avenir, vraiment l'intérêt de cette directive, pour nous, c'est d'enclencher la discussion, de poser un diagnostic partagé, parce que finalement, on a des groupes ici qui sont très avancés sur les sujets de la durabilité, mais reposer cette question de la double matérialité, c'est quelque chose, et encore une fois, si je fais le parallèle avec des entreprises non européennes, qui est très, très nouveau. Donc, c'est vraiment, dans cette question de la transition, c'est d'une part nous aider à objectiver les entreprises qui ont déjà une part très durable sur l'ensemble des sujets, pas que les sujets les plus simples, entre guillemets, qui sont avoir des activités alignées avec la taxonomie environnementale européenne, mais aussi sur des sujets comme la diversité, le respect des droits de l'homme, les inégalités dans l'entreprise. Et c'est surtout de commencer à avoir cette réflexion commune sur des sujets plus complexes, moins quantifiables aujourd'hui, mais qui vont aider à générer de la transition par le dialogue, par l'exploration de ces sujets qui sont complexes. Et alors, est-ce que justement vous avez l'impression que ce nouvel outil peut vraiment influencer les stratégies de l'entreprise et rendre le business model plus durable? Est-ce que ça peut vraiment être un outil de pilotage de la décision qu'on attend tous, quoi? Alors, pour le cas de L'Oréal, et je pense que c'est la même chose pour Danone, on avait déjà nos stratégies de développement durable. Donc c'est plutôt un outil pour conforter cette dimension, prendre en compte les risques et les opportunités, mais aussi les impacts. C'est comme ça que ça a été construit, notre plan L'Oréal pour le futur. Inclure la chaîne de valeur. Enfin voilà, les objectifs de la CSRD permettent vraiment de conforter, pour notre cas, la stratégie qui a déjà été mise en place, et c'est un phénomène d'accélérateur qui est tout à fait à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Donc voilà, c'est plutôt accélérer et conforter et mettre finalement plus d'énergie sur cette partie-là. Si on avait perdu le cap, là, c'est sûr qu'il est bien en place. Est-ce que du coup, ça permet de mieux dialoguer avec les instances décisionnaires, ou c'était déjà un dialogue instauré au sein de L'Oréal? Oui, c'était déjà un dialogue instauré. Après, ça implique finalement les points sont systématiques maintenant. Donc oui, ça accélère, je pense. Mais oui, c'était déjà en place. Même question chez Danone, on a envie de savoir comment ça se passe. Est-ce que vraiment ça peut être un outil de pilotage transversal et pas seulement cantonné à quelques équipes, en fait, enfin, une centaine de personnes quand même chez Danone, mais...
Oui, même constat que chez L'Oréal. Là où c'est intéressant, cependant, pour nous, c'est que ça a vraiment fait lien avec l'équipe risque, parce qu'on a qualifié le risque et les opportunités financières, et on les a pleinement intégrés dans notre exercice de risque plus global. Au niveau de la finance aussi, parce que maintenant on voit des indicateurs très financiers, alors à la suite de la taxonomie, mais on se rend compte que maintenant il n'y a plus forcément d'indicateurs financiers et d'indicateurs extra-financiers. Maintenant il y a des indicateurs tout court qui regroupent ces deux dimensions. Et au point de vue opérationnel, les ESRS, ça nous a vraiment permis parfois d'un peu mieux identifier, qualifier les impacts, de mieux définir la gouvernance telle que demandée dans les ESRS, d'avoir tous les points importants dans une politique. Donc d'un point de vue opérationnel, c'est des bonnes guidelines pour orienter notre action et le déploiement et la mise en œuvre. Et donc c'est là où on a vu plus de plus-value. Et parce qu'encore une fois, on avait une stratégie qui était déjà mise en place, portée par le COMEX, donc on n'avait pas forcément besoin de plus pousser ce sujet. Et par exemple, avec vos partenaires non européens, comment vous faites le lien? Est-ce que c'est justement les 10 principes du pacte mondial qui servent de guide? Comment vous faites le lien avec vos autres partenaires non européens? Alors, on a des relations bien établies avec nos partenaires non européens, donc c'est vrai qu'on a tendance à leur demander de s'aligner à nos besoins, évidemment sans trop leur en demander. Il y a une question de priorisation, mais on utilise beaucoup la CSRD et les propres besoins de la CSRD pour s'aligner avec les partenaires en dehors de l'Europe. Malgosia, justement, sur la capacité de la CSRD à être un outil de pilotage pour la transition, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont peut-être aussi les limites de l'exercice? Effectivement, pour pouvoir gérer quelque chose, il faut d'abord savoir où nous sommes. Donc il faut d'abord calculer notre positionnement aujourd'hui, créer une trajectoire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous permet aussi de se comparer à nos pairs. Et c'est là aussi, je reviens sur cette différenciation entre de grandes entreprises et petites entreprises, où et les PME qui traînent sur le sujet, ils peuvent être comparés à des entreprises qui sont déjà plus avancées. Donc c'est ça aussi qui leur permet déjà d'abord, ça leur permet de savoir où sont les compétiteurs, ceux qui sont plus avancés sur les sujets, donc qui produisent déjà des indicateurs. Donc, ça leur permet de se comparer et réfléchir sur la trajectoire qui sera la mieux adaptée pour eux, s'inspirer par des grands qui sont plus avancés comme L'Oréal et Danone, et du coup, visualiser où ils vont être, où ils veulent aller dans quelques années, et du coup le présenter aussi au marché, créer cette histoire autour de développement prévu pour eux, et avec des objectifs qui sont assez clairs parce qu'ils sont basés sur l'information qui est précise. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre peut-être quelques questions dans la salle, et on va regarder aussi en ligne s'il y a des questions. Quelle est l'implication du juridique en tant que fonction dans tout ce process chez L'Oréal? Alors, c'est vrai que là, on a reçu un flot de réglementation. On a parlé SFDR, on a parlé taxonomie, on a parlé CSRD. Donc, c'est vrai que le législateur a vraiment saisi finalement le rôle qu'il avait, cette capacité finalement à travers la norme à accélérer la transition, en tout cas en Europe. Et donc ce fer de lance juridique, finalement, ça se reflète, en tout cas chez L'Oréal, avec une direction juridique qui est très impliquée sur ces sujets, historiquement, hein, parce que sur les sujets de transparence, ça relève totalement du droit boursier quand on est une société cotée. Mais là, ces dernières années, le flot de réglementation implique finalement d'accompagner au plus près ces sujets. Et donc, c'est en ça où j'ai la chance de travailler sur ces sujets. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. On a quelques questions en ligne. On a
pas beaucoup parlé de taxonomie. Donc on a une question de la taxonomie est-elle pour le coup un exercice de transparence ou bel et bien un exercice de performance? Je dirais les deux. Les deux. Parce que finalement, l'entreprise, elle calcule OPEX, CAPEX et les revenus. Donc elle doit être assez transparente pour expliquer d'où ça vient. Mais c'est aussi, ça montre leur engagement et potentiellement comment l'alignement avec la taxonomie évolue avec le temps. Donc effectivement, c'est un exercice d'une côté de transparence, mais aussi de montrer on a des objectifs et on avance vers ces objectifs. Par contre, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la taxonomie n'est pas finie. Oui. Donc aujourd'hui, on a des objectifs climatiques, mais il n'y a pas du tout des objectifs sociétals, par exemple. Et du coup, ça, c'est une question que je poserai aussi potentiellement à Mirova. Et dans quelle mesure ça pénalise les entreprises qui voudraient être détenues par le fonds article 9, mais leur alignement, elle est zéro parce qu'elles ne sont pas dans l'environnement. Là-dessus, en effet, la taxonomie n'est pas finie. Et d'ailleurs, même si on gardait seulement l'objectif environnemental, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de secteurs très importants, notamment sur le sujet du changement climatique, qui ne sont pas dans la taxonomie. Si on parle d'agriculture, par exemple, c'est toujours pas dans la taxonomie. Donc c'est vrai que pour un investisseur, aujourd'hui, c'est un outil, la taxonomie. On a beaucoup de clients, d'investisseurs qui nous demandent un certain minimum d'alignement. Mais on n'est pas du tout dans l'optique de se dire c'est un critère unique pour investir ou pas investir. Et je pense qu'on n'y sera pas avant très très longtemps. Mais parce que vous avez déjà des données, il y a les premiers rapports qui sont On a déjà sortis, des données, mais pour vous donner un ordre de grandeur sur des fonds, même des fonds qu'on gère et qui ont une dominante environnementale très forte, aujourd'hui, si on a 20% d'alignement sur le fonds, au global, c'est beaucoup. Parce que les secteurs ne sont pas couverts, les données ne sont pas complètes, et parce qu'il y a aussi on n'investit pas que dans des activités qui entrent dans le champ aujourd'hui de la taxonomie. Et puis en plus, après, si on élargit à l'ensemble de nos fonds qui n'ont pas qu'un objectif environnemental, là, on est forcément un peu seul sur comment on définit, nous, une contribution sociale. Aïda, justement, chez Danone, comment vous articulez ces différentes contraintes, en tout cas nouvelles réglementations, nouvelles demandes entre taxonomie et CSRD? Comment vous l'articulez? C'est vrai que comme on l'a expliqué, la taxonomie ne prend pas en compte l'activité agroalimentaire pour l'instant, donc ça reflète en rien notre maturité sur les sujets environnementaux. Donc on est très déçus chez Danone. On fait ce reporting, mais c'est vrai que l'exercice est très intéressant, encore une fois, parce que c'est des indicateurs financiers avec des critères extra-financiers. Donc l'exercice est intéressant à faire, mais extrêmement limité, parce que notre secteur d'activité n'est pas du tout pris en compte dans la taxonomie. Et c'est un exercice qui va nous aider du coup à nous préparer à la CSRD, encore une fois, faire le lien avec la finance. Pareil, chez L'Oréal, Oui, alors on n'est pas éligible. Vous n'êtes pas éligible. Très peu éligible. Alors on a les actions individuelles mais c'est très marginal par rapport aux efforts qui sont entrepris sur ce sujet. Donc la taxonomie ne reflète pas. On fait l'exercice de reporting, mais ça ne reflète pas la performance, en tout cas, ou l'effort de transition et la vitesse à laquelle elle va. Je rejoins le commentaire qui vient d'être fait sur finalement cette structuration entre financier et extra-financier qui reste très importante et qui reste demandée par la CSRD sans cette barrière à l'entrée de l'éligibilité. Donc ça implique finalement qu'on essaye de normaliser qu'est-ce qu'un coût de transition et de regarder comment on peut arriver à détourer d'une certaine façon quand on a un business qui est une stratégie de développement durable qui est très imbriquée dans notre stratégie day-to-day, de regarder ce qui relève de nos coûts habituels, de nos coûts de transition. Donc c'est un exercice qui prend du temps et qui est à mon sens très attendu, donc il faut le faire avec sérieux. Donc c'est en ça que la taxonomie permet finalement de mettre cette première pierre à l'édifice. Avez-vous des recommandations, conseils pour la réalisation de la gap analyse entre ce que l'entreprise fait déjà et les nouvelles exigences? Quelles ont été les étapes clés et éventuellement les sources clés utilisées? Une question très pratique, peut-être pour Aïda.
Alors, clairement, les documents clés sont c'est les ESRS, les DR. On les a décortiqués. Très concrètement, on est allé ligne par ligne et on a essayé de voir en quoi ça s'appliquait ou pas à notre réalité. On a la chance d'avoir beaucoup d'experts en interne qui ont pu lire ces ESRS parce que c'est pas forcément évident, même pour quelqu'un qui fait du reporting RSE. Et ensuite, du coup, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est vrai que finalement, le document clé, ça a été les ESRS, les textes, et on les a descendus ligne par ligne. Et notre gap analysis, c'est littéralement dans un Excel tous les DR, et en face, est-ce qu'on a cette information, oui ou non? Même question chez L'Oréal. Oui, alors juste pour compléter, parce qu'effectivement, on a pris les mêmes sources, on n'a pas encore vraiment de guidance, ou ce sont des projets pour le moment de l'EFRAG. Donc c'est une source unique, une source qui est quand même assez conséquente, puisqu'à peu près 300 pages, où il faut sous-estimer aucune ligne. Donc oui, c'est un exercice assez fastidieux. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est finalement ne pas hésiter à prendre du recul. Parce qu'effectivement, il faut faire cet exercice ligne par ligne, mais à un moment donné, il faut arriver aussi à prendre du recul pour avoir finalement la vue d'ensemble et pas oublier la vision holistique qui nous est demandée pour arriver à donner du sens et à ne pas perdre le sens, et notamment quand on sera dans cet exercice de rédaction, donc de récupération de nos textes anciens, complétés. Et enfin voilà, c'est prise de recul indispensable à mon sens. On y reviendra. Juste une question pour Aïda. Aviez-vous la maturité en interne chez Danone pour appréhender l'analyse risque, opportunité, impact, ainsi que gap analysis, ou avez-vous fait appel à un cabinet pour vous accompagner? On a fait appel à un cabinet pour nous accompagner en termes de méthodologie, et peut-être parce qu'on avait beaucoup déjà d'analyses très pointues et qu'on avait peut-être un peu de mal à prendre de la hauteur pour faire l'exercice de double matérialité et comparer finalement des sujets sociaux avec des sujets environnementaux et des sujets de gouvernance. Donc effectivement, on a eu besoin d'aide pour la méthodologie et presque plus pour prendre du recul que pour aller dans le détail qu'on avait déjà pas mal en interne. Alors, on va prendre aussi quelques questions dans la salle. Merci pour l'intervention. J'ai l'impression que dans le monde de la RSE, de l'ESG, il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment de passer beaucoup de temps sur la transparence et peut-être pas assez sur les plans d'action. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, peut-être plutôt pour Danone et L'Oréal comme question? Et est-ce que quand même vous avez des exemples finalement où la transparence a poussé à qu'il y ait des changements réels sur certains sujets, ou est-ce que vous dites non, de toute façon on l'aurait fait quand même et finalement c'est juste on passe trop de temps sur le reporting, point final quoi? Alors, je veux peut-être apporter le point de vue des investisseurs. Les investisseurs, ils ont besoin de savoir où vous allez être dans 6 mois, 1 an. Donc, ils voient effectivement, vous faites le reporting aujourd'hui, mais ils ont besoin des action plans. Ils ont besoin de vérifier est-ce que c'est robuste, est-ce que la trajectoire, elle a une réalité certaine que ça va être réalisé. Donc, c'est pour ça il faut surtout pas oublier les trajectoires, les objectifs. Il ne faut pas s'arrêter à la transparence. Ouais. Pour Danone, l'exercice de reporting est extrêmement important pour notre relation avec nos parties prenantes externes. Et ça, les équipes opérationnelles le savent et ne rechignent pas à participer. Maintenant, pour revenir sur votre question, encore une fois, sur les ESRS, ça nous a beaucoup aidé à structurer certains programmes, certaines politiques. Beaucoup sur la gouvernance, parce que sur tous les sujets, on nous demande d'avoir une gouvernance en place, ce qui n'était pas le cas à chaque fois sur chacun des sujets. Donc ça nous a vraiment aidé à avancer et les équipes opérationnelles ont beaucoup apprécié ces guidelines qui venaient des ESRS. On a encore une fois travaillé main dans la main pour décortiquer chacun des DR et ça a été vu comme un exercice beaucoup plus utile que la déclaration de performance extra-financière, par exemple. Nous, c'est un vrai enjeu de garder de l'énergie pour les plans de transition, surtout quand on a une stratégie ambitieuse, puisque
la clarté du reporting va mettre en valeur finalement la rapidité à laquelle on arrive ou pas à atteindre nos objectifs. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment utiliser les obligations légales pour accélérer notre stratégie, et c'est en ça où l'exercice de double matérialité doit permettre de se recentrer sur l'essentiel, et finalement l'énergie qu'on met à avoir des outils de pilotage extrêmement fins, etc., ça doit permettre de piloter cette performance. Et c'est en ça où on arrive à combiner ces deux mondes et faire en sorte que la réglementation ait du sens et que les énergies ne soient pas finalement perdues dans un exercice de style. C'est ce qu'on veut absolument éviter. Je crois que c'est important, c'est ce que vous soulignez aussi, Mathilde. je rejoins totalement. Ouais. C'est une direction juridique qui le dit. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Peut-être si je peux ajouter, on a grand espoir que la standardisation permette de moins répondre à des agences de notation, à des évaluations, et du coup demande moins aux équipes sur le long terme qu'actuellement. Mais justement, je crois que sur l'alignement des agences de notation, vous aviez un chiffre. Oui, alors nous, on a fait l'exercice pour regarder si finalement on avait un document d'enregistrement universel recentré sur les enjeux matériels exclusivement, et pas finalement un reporting extrêmement large pour répondre aux desiderata de tous ceux qui nous lisent et qui nous évaluent et nous notent. Et on a noté un taux de recouvrement assez faible pour le moment de 30%. Entre les demandes des agences de notation et les ESRS. Mais je suis une femme d'espoir, comme Aïda, puisque les ESRS, les standards européens, prennent quand même du temps à être appréhendés, digérés, etc. Donc j'ai bon espoir là aussi que ça, finalement, influence l'analyse et les questionnaires. Il y a justement une question intéressante. Est-ce que les agences de notation sont concernées par la CSRD ou seront concernées ? Je peux répondre là-dessus. Elles sont indirectement forcément très concernées, puisqu'elles sont censées en tout cas préparer l'information pour les investisseurs. Donc oui, de manière évidente, elles seront très impliquées. Je voulais juste revenir sur un point, j'en profite, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ensemble des ESRS, etc. Il faut garder en tête que dans la dernière version, cette analyse de double matérialité, elle va fortement impacter ce qui va être produit dans les reportings. Donc, ce qu'on n'a pas comme information en tant qu'investisseur aujourd'hui, c'est à quel point, vraiment, après avoir mené l'exercice de double matérialité, on aura beaucoup de reporting, en fait, supplémentaires de la part des entreprises. Danone et L'Oréal reporteront sur l'ensemble des ESRS, mais donc même sur les sujets climatiques, on pourra avoir, grande surprise, des entreprises qui ne reporteraient pas, mais sur les sujets de biodiversité, etc. Voilà, on est encore quand même dans une grande expectative sur la manière dont les entreprises vont vraiment prendre ce sujet-là. Et c'est pas sûr qu'on ait beaucoup plus d'informations, en tout cas dans un premier temps. Et justement, pour les entreprises qui rentreraient pas qui ne répondraient pas à tout, comment vous pensez rebondir? C'est là où vraiment l'intérêt de la CSRD est là, c'est que ça va générer du dialogue. C'est-à-dire une entreprise qui nous montre que le sujet de biodiversité n'est pas matériel, ça peut déclencher du dialogue très intéressant avec l'investisseur en disant, voilà, confrontation de points de vue, et puis aussi nous aider à pousser la transformation pour les entreprises qui ne le feraient pas aujourd'hui. Et puis ça pousse l'entreprise à préparer un argumentaire aussi, exactement, donc à y réfléchir, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle devant? Merci. Et j'ai deux petites questions. C'est notamment pour Danone et L'Oréal. J'imagine que vous avez des chaînes de valeur très complexes. Donc, pendant l'exercice de gap analysis, notamment le S2 sur le travailleur dans la chaîne des valeurs, est-ce que c'était facile de retrouver toute la donnée? Et si ce n'est pas le cas, et ces données, si vous avez des données que vous trouvez très complexes à construire pour la première année, et comment vous allez traiter ces gaps finalement? C'est vrai que c'est un exercice de modélisation de la chaîne de valeur qu'on fait pour le devoir de vigilance, et on s'est renforcé cette année sur le sujet. Effectivement, c'est un des ESRS où on a le gap les plus importants. On travaille avec nos équipes opérationnelles parce que ça leur donne de l'information extrêmement précieuse pour leur propre projet, et l'idée c'est de reporter ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer des choses pour les ESRS, on va s'améliorer, on va utiliser ça comme des guidelines, mais on reportera ce qu'on fait, c'est une obligation de disclosure. Et donc l'idée, c'est d'intégrer progressivement les points de données qui nous manquent sur l'ensemble des ESRS et particulièrement sur les ESRS sociaux.
Oui, même constat, hein, c'est un standard qui est très proche, qui fait le lien avec le plan de vigilance. Donc, c'est vraiment capitalisé sur l'existant. Et c'est aussi l'occasion de se poser les questions en termes de filières, en termes de zones géographiques. On voit que c'est des sujets qui sont assez locaux et sur une chaîne de valeur en amont assez dense, assez profonde. C'est où s'arrêter dans l'exercice. C'est ça la difficulté, à mon sens. Et c'est un exercice qui ne peut pas être fait en une fois. Ça sera un exercice continu où on va tenter de s'améliorer continuellement parce que sinon la marche est trop grande pour arriver à couvrir toute la chaîne de valeur sur tous les sujets potentiels. C'est vraiment très difficile. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Oui. On parlait de recherche de durabilité à l'ère de la CSRD. On expliquait également que ça concernerait seulement 50 000 entreprises, plutôt des entreprises de grande taille. On parlait également que les investisseurs avaient besoin d'informations. Comment vous faites, par exemple chez Mirova, dans des fonds de private equity ou d'infrastructure où finalement les sociétés ne seront pas concernées par ces règlements et pour mener des analyses pertinentes de durabilité ? Alors, en fait, elles ne sont pas concernées, mais nous, en tant qu'investisseurs, on est obligés, par la réglementation, de leur demander un certain nombre d'informations. Je pense notamment on n'a pas utilisé, c'est un des acronymes qu'on n'a pas encore utilisé, les PAI, les Principal Adverse Impact Indicators. Donc, on est obligé de leur demander ces indicateurs. C'est la première chose. Et d'ailleurs, ça ne va pas sans difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, quand on a fait le premier exercice de collecte, on a fait un guide de 50 pages et on a passé autant d'heures à expliquer aux participations ce qu'on cherchait, les types d'indicateurs à avoir. Cela étant dit, justement, alors on a la spécificité d'être investi dans des projets d'infrastructure dans le domaine des énergies renouvelables et de la mobilité propre, et sur la partie private equity, dans des entreprises qui ont un impact environnemental positif à leur technologie. Donc, c'est là où on voit bien la limite du tout quantitatif, etc. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à avoir beaucoup d'indicateurs pour être conforté dans l'idée qu'on investit dans des solutions. En revanche, sur l'ensemble des autres sujets, notamment les sujets sociaux, les sujets d'inégalité, les sujets de gouvernance, là, c'est beaucoup d'échanges qualitatifs aussi avec les participations. Et de manière générale, on est beaucoup dans la construction et la co-construction des axes d'amélioration sur ces sujets-là. Mais pour être totalement honnête, les indicateurs quantitatifs, on les regarde même plutôt en ex post. C'est pas ça qui va définir, orienter notre décision d'investissement. Si je prends un des indicateurs les plus qu'on demande systématiquement, c'est les émissions de GES, on n'a jamais de surprise. Voilà. Mais par contre, on pousse aussi les entreprises, les porteurs de projets à essayer d'améliorer leur performance en continu sur ces sujets-là, mais sans que ça devienne quelque chose comme la carotte et le bâton, quoi. Et est-ce que vous pouvez aller jusqu'au désinvestissement, justement ? Alors, sur ces classes d'actifs-là, non, puisque, comme je vous le disais, on est quand même sur des sujets, des porteurs de projets et des entreprises qui sont déjà très engagées sur l'impact. On pourrait, en théorie, si on avait un gros problème de gouvernance ou des choses comme ça, mais bon, honnêtement, heureusement, ça n'est pas encore arrivé. La question peut plus se poser quand on investit dans des grandes entreprises sur lesquelles on a forcément moins la main, et puis sur des problématiques qui sont beaucoup plus complexes et des risques, en tout cas, de controverses plus importants. Mais en théorie, oui, c'est bien l'objectif, c'est de continuer à financer là où on pense avoir un impact positif à terme. Alors, je reviens sur la CSRD parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur la double matérialité. Est-ce que ces méthodologies de double matérialité sont disponibles, normées et prouvées ? Ce serait génial. Donc peut-être que la question sous-jacente, c'est comment finalement on se pose cette question de la double matérialité et on la définit au sein de l'entreprise. Et il y avait aussi une autre question, comment passer d'un exercice de cartographie des risques vers l'exercice de double matérialité, justement. Et comment on le fait avec l'ensemble des dirigeants. L'exercice de double matérialité, c'est
en soit pas un exercice nouveau, mais la façon de le faire est quand même nouvelle. On a l'EFRAC prépare un projet de guidance qui n'est pas encore adopté. Donc il y en aura un peu de lecture additionnelle encore. Après les ESRS, notamment le premier standard décrit bien, décrit ce qu'il faut faire, et c'est ce qui sera audité par les commissaires aux comptes qui vont revoir le processus. Ils vont pas revoir en tant que tel les résultats, ou en tout cas ils vont challenger la cohérence, mais ils vont revoir surtout le processus. Donc il faut qu'il soit bien maîtrisé. Donc il faut bien lire les ESRS pour comprendre le process. Et effectivement, il y a deux parties, double prisme. Il y a ce prisme autour de l'impact potentiel, positif ou négatif, à court, moyen et long terme. Et il y a le risque et opportunité. C'est là où la cartographie des risques peut aider sur cette matérialité financière, où on va plutôt regarder comment les enjeux de durabilité sont susceptibles d'impacter le modèle d'affaires de la société. Donc présente un risque pour la société ou une opportunité pour la société. Et donc là, sur la partie risque, il faut absolument capitaliser sur les exercices de cartographie des risques, mais au niveau du groupe, mais aussi au niveau du plan de vigilance, au niveau de la corruption. Enfin, il y a multitude de cartographie des risques sous impulsion du législateur, notamment. Et sur la partie impact, là finalement, c'est plus des principes, comme les 10 principes des Nations Unies ou la GRI, qui pourront aider à structurer cette démarche au-delà de ce qui est déjà décrit dans les ESRS pour avancer là-dessus. Oui, effectivement, on a beaucoup capitalisé sur les exercices qu'on avait déjà fait en interne. On a eu des vrais débats sémantiques, c'est-à-dire que le risque, comme on le perçoit typiquement dans le devoir de vigilance, va être l'impact et ne sera pas le risque financier. Et donc, pour les équipes, ça a été pas forcément évident. Et l'impact, souvent qui pouvait être financier par rapport à demain, on n'a plus d'eau, comment est-ce qu'on fait pour produire des yaourts, est devenu un risque. Donc, effectivement, on a beaucoup capitalisé sur tout ce qu'on avait déjà, mais il y a un vrai débat sémantique et parfois, il faut... Ce que je veux dire, c'est que c'est important de d'abord comprendre ce qu'on analyse, impact, risque financier, opportunité financière, et après ça se fait assez bien, mais on a eu des vrais sujets de sémantique dans cette analyse. Il y a aussi beaucoup de questions sur les sanctions. Donc je crois que ça va se jouer au niveau national. La transposition est attendue dans les prochaines semaines. Que risque une entreprise qui ne serait pas conforme ? Alors la sanction, c'est plutôt une sanction de marché, date, puisque l'obligation, c'est de produire un rapport. Donc il y aura une injonction de faire dans le pire des scénarios. Mais voilà, on est sur une obligation de reporting. Donc c'est vraiment l'obligation de donner l'information. Après, il y a les commissaires aux comptes qui revoient et qui sont susceptibles d'avoir des réserves pour donner leur assurance quant à la complétude du rapport. Mais j'aime à croire que c'est plutôt une sanction de marché, puisque là, on est sur un exercice de reporting qui va permettre de faire des analyses de la performance, et donc qui va permettre aux investisseurs ou aux créanciers ou dans le cadre des marchés publics de prendre des décisions vis-à-vis de la société au regard de l'information qu'elle va produire. Et c'est en ça qu'on va mettre en place un cercle vertueux où on va tirer finalement les entreprises vers cette transition et cette économie durable qu'on souhaite tous. Vous voulez compléter sur les sanctions ? Non, mais je rejoins. Je pense que voilà, une des premières, ce sera pour les investisseurs qui se préoccupent de l'ESG, parce qu'il y a quand même encore, on oublie dans certains pays, plus de la moitié des fonds, en tout cas d'investissement, qui ne regardent pas vraiment ces sujets-là, en tout cas qui ne le disent pas. Mais oui, en tout cas, à terme, c'est bien l'idée, c'est d'être dans un cercle vertueux, et puis une entreprise première année ne reporte pas de manière extensive, mais regarde ce que fait ses pairs. Ça va entraîner aussi à une amélioration continue. Alors, comment la comparaison des entreprises peut être fiable si l'analyse de matérialité engendre des IRO différents et donc un choix de KPI non homogène au final ? Je vais peut-être parler un peu de notre expérience. C'est rarement le cas. D'accord. Les entreprises qui sont dans les secteurs similaires, ils ont souvent les mêmes sujets. On voit très très souvent le sujet sociétal qui sont remontés, surtout plus récemment avec les problèmes de trouver des talents sur le marché. Donc ça devient vraiment
vraiment un des sujets clés. Les petites différences peuvent apparaître pour les clients B2B, parce que pour leurs clients, ce n'est pas les mêmes sujets qui peuvent être très importants. Donc pour eux, pour même la matérialité financière, donc pour le risque, c'est très très important de le prendre en compte, ces sujets-là, et surtout de faire du reporting dessus pour ne pas perdre du marché. Alors, est-ce que les sociétés qui ne font pas du reporting financier selon les standards IFRS doivent commencer à le faire avec la CSRD ? Ça dépend des marchés sur lesquels ils sont. Si c'est des entreprises listées sur le marché régulé, ils sont déjà soumises. Si c'est sur d'autres marchés, pas forcément. Donc, ça dépend aussi peut-être de leurs investisseurs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Quels sont, d'après vous, les principaux défis et enjeux pour les banques en matière de finances durables ? Merci pour la question. Bon, je vais peut-être... Effectivement, je viens d'une banque. Donc, alors, côté banque, on voit surtout leur alignement avec les objectifs net zéro sur le portefeuille bancaire. Donc, les sujets climatiques, ils sont très, très présents chez les banques. Il y a aussi la partie taxonomie qui est un peu différente pour les banques. Donc, ils ont besoin de faire du reporting qui est plus détaillé autour de ces sujets. Après, la stratégie de la banque, elle dépend des impacts qu'elle souhaite de poursuivre. Donc certaines banques, ils seront plutôt sur les sujets climatiques, d'autres, ils peuvent être plutôt sur le financement d'économies, développement de l'entrepreneuriat local. Donc ça dépend vraiment. Les initiatives internationales sont plutôt autour des sujets climat et environnement. C'est là où ils sont plus présents, les banques. Alors, on a une question aussi sur, mais je crois que vous le disiez, Aïda, est-ce que dans vos entreprises, le service financier est compréhensif vis-à-vis de cet exercice et prêt à collaborer sérieusement avec le service RSE ? Justement, vous... Oui, en France énormément. Moi-même, je suis dans le département finance, c'est-à-dire qu'on reporte au CFO, on est Sustainable Finance, donc on a un lien qui est très concret et on l'a vu arriver depuis quelques années et c'est pour ça qu'on s'est organisé ainsi depuis 2 ans. Et on voit que l'AMF s'intéresse énormément à ce qu'on raconte dans notre rapport de durabilité et a envie de voir ce qu'on dit dans notre rapport de durabilité dans le reste du rapport. Déjà maintenant, on travaille sur la déclaration de performance extra-financière et encore plus demain avec la CSRD. Donc oui, les départements financiers sont extrêmement intéressés et suivent le sujet de très près. Ouais, j'ajouterais juste que, en fait, on a l'impression que le législateur cherche à réagir par analogie par rapport à l'information financière, notamment la standardisation, la vérification. Et donc, il faut qu'on utilise, nous aussi, l'expérience et le savoir-faire des équipes financières. Et donc la synergie avec les équipes financières et la création d'un département Sustainable Finance chez Danone et chez L'Oréal aussi, en est aussi le fer de lance pour arriver finalement à avoir ces synergies assez rapides. Alors je regarde aussi, je me tourne aussi vers la salle parce que sinon... Oui, en continuité là, de ce que vous êtes en train de dire sur le rapprochement et le lien naturel avec la finance, parce qu'on parle de finance durable, pourtant les éléments ne sont pas que financiers, loin de là, justement. Tous les groupes et tous les groupes qui vont être concernés n'ont pas forcément les moyens de se doter de départements dédiés. Selon vous, qui naturellement devrait prendre le lead sur ces sujets de sustainability dans un groupe ? Est-ce forcément la finance ou non ? Et si ce n'est pas le cas, vers qui se tourner ? Et aussi, comment entraîner les ressources internes sur ces projets ? Comment les identifier ? Et le cas échéant demain, comment les recruter en externe ? Alors là, il faut que toutes les ressources s'y mettent. Il faut les ressources humaines, il faut les services de la comptabilité, il faut tout le monde en fait. La CSRD, c'est un projet avec 10 standards. Donc il faut 10 projets, puisque travailler sur le standard social et travailler sur le standard biodiversité, ça n'a rien à voir. Donc ça ne sera pas les mêmes interlocuteurs.
Donc ça, c'est pour entraîner les équipes en interne. Après, sur le lead, ça dépend. S'il y a une direction développement durable, il faut se poser la question de comment la direction financière peut arriver à travailler avec eux en bonne intelligence, parce que c'est vraiment être en support de la direction de développement durable pour apporter finalement, si on est sur un exercice de reporting, les process, les systèmes, la normalisation qui va permettre de remonter la donnée et permettre à la direction du développement durable de piloter sa performance et de mettre en place des plans d'action. Donc c'est cette synergie entre les deux. Mais si on est sur un exercice de reporting, la direction financière peut véritablement aider, à mon sens. C'est un point de vue personnel. Oui, je suis totalement d'accord. On travaille de manière extrêmement proche avec les opérationnels qui travaillent sur les sujets de développement durable, et pas que, aussi avec les directions juridiques, avec les corporate affaires. Donc c'est plus une question d'impliquer tout le monde que d'avoir le lead d'un côté ou de l'autre. Et effectivement, ça va dépendre de chaque organisation. Nous, ça faisait sens avec le temps qu'on se retrouve dans la finance de par les indicateurs qu'on a pu publier par le passé, notre organisation en interne. Mais j'ai vu beaucoup d'autres entreprises avoir des départements de reporting dans le développement durable, parce que c'est quand même très technique, hein, les ESRS. Donc, il y a des dimensions que les financiers ont un peu de mal à s'approprier. Et quand je regarde dans mon équipe, on est plus des personnes qui s'y connaissent très bien sur des sujets de développement durable. Moi, j'ai un background plutôt human rights. J'ai des personnes qui sont très, ce qu'on appelle nature, donc environnement, dans mon équipe. Et on a quelques appuis côté finance, mais les profils restent très développement durable, RSE. Et on est en train de former petit à petit les financiers aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Peut-être que si je fais le parallèle, parce qu'avant je travaillais dans le conseil et dans l'audit, on voit aussi les CAC se former, et beaucoup, pour beaucoup de boîtes d'audit et de conseil, sont les CAC qui feront la vérification de la CSRD, là où on avait plus des OTI et des départements de développement durable qui prenaient le lead sur l'audit des déclarations de performance extra-financière. Donc ça montre qu'il y a un shift vers les équipes financières qui se forment, avec aussi, encore une fois, beaucoup d'appui et de collaboration avec les équipes développement durable. Je vais peut-être apporter la perspective des petites entreprises, donc oui, ceux qui n'ont pas des départements dédiés. Donc ce qu'on voit sur le marché, le sujet souvent est porté en premier lieu par la personne qui a un contact avec les investisseurs. Donc directeur financier, s'il y a un département Investor Relations, donc ce sera ces départements-là. Et par contre, ce qu'on peut aussi trouver, l'expertise en interne, c'est souvent les départements de qualité santé dans l'entreprise, parce que ceux-là, ils sont le plus proches de la problématique de durabilité. Par contre, sur le marché, à l'extérieur, pour trouver des talents aujourd'hui, c'est très, très difficile. Très difficile. Et est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues, ou est-ce qu'on est en train de former massivement pour pouvoir renforcer les équipes ? Ce qu'on voit sur le marché, c'est les cabinets de conseil qui recrutent en masse. Mais en masse. C'est vraiment des investissements qui sont très, très, très importantes. Après, on voit pas mal des individus, des conseillers indépendants qui viennent par exemple des entreprises de départements RSE, de grandes entreprises. Donc il y a effectivement des cabinets de recrutement qui sont dédiés à la RSE, comme Birdeo. Ils ont la plateforme People for Impact, qui regroupe les personnes avec l'expertise RSE, mais qui sont des conseillers indépendants. Donc il y a des sources potentiellement, mais c'est pas facile à trouver des experts avec beaucoup d'années d'expérience. C'est impossible parce que la CSRD elle vient d'être publiée. Donc c'est quelque chose que va venir. Il y a beaucoup de grandes écoles qui l'ont lancé aussi, des formations, de programmes de formation RSE, mais c'est des juniors qui sortent. Donc, et par contre, effectivement, j'ai vu des entreprises qui embauchaient des stagiaires pour porter les sujets RSE. C'était la seule source en interne de la RSE. Et ça marchait aussi. Et à partir du moment qu'il y a une ouverture d'esprit à l'entreprise pour apprendre, ça peut être aussi potentiellement une solution
Bon, au moins, en attendant. Mais ça change complètement le métier, la place de la RSE dans l'entreprise, on est d'accord. Enfin, on l'a un petit peu dit en filigrane tout au long de cette table ronde. Est-ce que vous avez envie de dire un mot là-dessus sur le responsable RSE finalement là, c'était un souhait du secteur depuis longtemps que ce soit transversal. Est-ce que ça le devient ? Oui, complètement. Et en tout cas, c'était l'ambition de L'Oréal, c'est d'être sur la double performance, la performance tant économique que ESG. Donc, avoir cette symbiose finalement et de retrouver le développement durable dans tous les pans de tous les métiers de l'entreprise, c'est l'objectif ultime et on voit qu'on en prend le chemin de manière très vive. C'est vrai que nous, on a un passé qui fait que dans toutes les fonctions, on retrouvait déjà des experts en développement durable sur les achats, même des équipes entières, dans les RH, même déjà à la finance, il y avait quelques experts et maintenant toute une équipe. Et on le pense vraiment comme ça, c'est-à-dire que le développement durable, ça doit être intégré dans chacune des fonctions. Et on a une direction de développement durable qui est là pour faire de la coordination, pour être sûr qu'on va tous dans le même sens, pour aider sur des méthodologies, pour aider sur la CSRD. Mais nous, on voit le développement durable comme vraiment intégré dans les fonctions et dans les marques d'ailleurs qu'on a, et pas comme un département un peu seul, parce que ça demande des expertises métiers et les enjeux sont tellement différents entre les métiers qu'on doit prendre en compte cette réalité. Alors, il y a une question justement, comment seront pondérés les ESRS VS la performance économique ? Effectivement, c'est la question qu'on se pose tous. Dans les choix d'investissement, justement, est-ce que ce point sera transparent ? Comment on peut l'aborder ? Alors, côté investisseur, c'est assez transparent. Encore une fois, grâce à cette réglementation qu'on a, on doit dire, avant de vendre un fonds d'investissement, en disant qu'est-ce qu'on veut faire de ces sujets-là ? Est-ce qu'on veut les regarder rapidement dans une optique de se dire oui, ça peut m'aider à avoir de la performance financière, ou est-ce qu'on en fait un objectif à côté de la performance financière ? Donc c'est aujourd'hui déjà demandé. Et donc en tant qu'investisseur, on doit reporter sur à la fois comment on arrive à avoir un impact environnemental et social et quelle est la performance financière qu'on y associe. Je pense que demain, avec la CSRD, ça nous donnera encore plus d'outils pour mieux reporter sur ces sujets-là, mais c'est déjà le cas. Peut-être ce qui est intéressant aussi avec l'exercice de double matérialité, c'est que ça met encore plus en avance notre interdépendance avec notre écosystème. Nous, on a besoin d'énormément de ressources naturelles pour fonctionner, pour avoir une performance économique. Et surtout sur le moyen long terme, on est obligé d'avoir une vraie performance environnementale, sociale et sur les sujets de gouvernance. Sinon, demain, notre business model ne fonctionnera plus du tout. Il y a une question aussi sur le lien avec les ODD. Alors, je sais pas si vous avez réussi à faire ce travail-là. Comment articuler les 17 ODD et la CSRD ? Est-ce que quelqu'un a travaillé là-dessus d'autant que nous sommes pacte mondial. Nous, on a intégré les ODD très, très rapidement. Ça nous a donné des lignes directrices pour notre stratégie. Donc, ça a été une vraie boussole pour nous et ça rend d'autant plus facile l'intégration dans la CSRD parce qu'on s'est aligné avec les ODD. Donc, ça se fait très, très naturellement et c'est pas du tout compliqué. Au contraire, ça facilite le travail. Oui, c'est même remarque, ça permet vraiment de capitaliser sur l'expérience qu'on a pu développer en adoptant très vite les ODD et les 10 principes confortent aussi cette analyse avec une approche risque pour arriver à mapper et identifier les enjeux principaux et arriver à prioriser l'action. Et ils sont d'ailleurs repris dans les ESRS, donc c'est un avantage, effectivement. Et peut-être côté investisseur, on a pris aussi les ODD dès le départ, mais pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des lignes directrices. C'est pas des objectifs qui ne concernent que ni les entreprises ni les investisseurs. Et il y a beaucoup de choses quand on descend vraiment dans les objectifs précis qui ne sont pas forcément adaptés. Donc c'est vraiment une ligne directrice. Et en effet, ça s'imbrique assez bien avec les enjeux traditionnels du développement durable. Ce qui était intéressant, en tout cas point de vue financier, et je pense que de manière générale dans le monde du développement durable, quand les ODD sont apparus, c'était de dire le sujet environnemental et social, c'est vraiment un sujet pas seulement de gestion du risque, mais c'est vraiment, on peut montrer qu'on va contribuer plus ou moins positivement à chacun de ces objectifs-là. Donc en ce sens-là, ça reste une ligne directrice très importante pour l'ensemble du monde économique.
Je regarde la salle pour essayer d'autres questions. Peut-être pour finir, et c'était une bonne transition, mais est-ce que vous pouvez aussi redire un mot sur l'opportunité que finalement a constitué ce virage vers plus de durabilité. Finalement, on le voyait peut-être comme une contrainte et ça s'est transformé en opportunité. Qui veut commencer Petit mot de la fin pour être positif, pour conclure. Donc moi, je trouve la CSRD, c'est un bon miroir. On peut vraiment voir, quand on commence à remplir les exigences de communication, on commence à écrire des phrases, des chapitres, on commence à voir ce qui nous manque. Donc ça nous permet du coup de se voir dans le miroir et identifier les bonnes pratiques qu'il faudrait, qu'on peut peut-être apporter en plus dans l'entreprise pour le rendre plus robuste. Parce que l'objectif de ESG de la CSRD, c'est la performance stable des entreprises à long terme, la saisie des opportunités, c'est la gestion de risques. Donc la CSRD, je trouve, elle est très adaptée, très bien adaptée pour nous poser cette miroir dans lequel on peut voir notre reflet de façon transparente, on a mentionné, mais aussi objective. Oui, effectivement, pour nous, ça n'a pas été un virage sur les sujets de développement durable, mais je vous rejoins dans le sens où c'est des excellentes pratiques sur lesquelles on a envie de pouvoir dire le plus possible et faire le mieux. Et donc, on le voit comme ça, comme surtout au niveau opérationnel, une manière de nous améliorer dans ce qu'on fait et d'être encore plus transparent par rapport à nos parties prenantes internes et externes. Mais pas forcément un virage stratégique dans le sens où on l'avait déjà effectué il y a un certain temps. Et j'ajouterais, mais je suis totalement en ligne, là, d'un point de vue plutôt extraterritorial de la CSRD, c'est finalement la capacité de la CSRD d'aller embarquer de nouveaux acteurs, notamment les PME, et c'est essentiel pour arriver à faire une stratégie de développement durable. Donc nous, c'est très important, la CSRD, pour embarquer notre chaîne de valeur, mais aussi embarquer au-delà de l'Europe. Donc ça va prendre un peu plus de temps pour les pays tiers, mais à terme, ça concerne également les pays tiers, ça concerne aussi nos concurrents, nos compétiteurs. Donc voilà, c'est une vision globale qui est en train de s'émanciper. Peut-être de mon côté, un mot aux entreprises qui nous écoutent, c'est vraiment de se dire revenez à l'essentiel de l'objectif de la CSRD, c'est vraiment de déclencher et en interne et en externe de la prise de conscience et du dialogue. Et donc, personnellement, en tant qu'investisseur, on sera ravis de discuter de ces sujets avec vous à l'avenir. Merci beaucoup, merci à toutes les quatre et merci à tous les présents dans la salle et en ligne. Merci. Merci donc de cette belle table ronde et d'avoir partagé avec nous et avec tous les réseaux vos connaissances, vos expériences et vos souhaits aussi pour le futur parce que vous en avez partagé. Donc pour conclure, au Pacte mondial, en fait, on commence à travailler sur ces sujets de façon plus conséquente. On l'a fait toute l'année. Cette année, on l'a fait avec Columbus Consulting, on l'a fait avec d'autres membres qui sont engagés. On lancera cette année, début année prochaine, un groupe de travail sur la finance durable. L'idée, c'est d'aller travailler vraiment concrètement sur les thématiques des CSRD, les indicateurs ou des bonnes pratiques. Ce que l'on retient de cette table ronde, c'est que la CSRD et la finance durable aujourd'hui sont un point de changement, je dirais une révolution copernicienne pour le secteur financier, mais aussi au sein des entreprises, parce qu'on bascule d'un point de vue strictement, purement économique à un point de vue double matérialité. Donc, pour réussir, il faut les talents, il faut avoir des personnes qui soient capables de cerner qu'est-ce qui relève de la double matérialité, qu'est-ce que ça veut dire inclure les droits humains, la protection de l'environnement dans les modèles d'affaires. Donc, ça veut dire formation, ça veut dire changement. Mais tout ça pour finalement faire des actions,
les faire pas tout seul, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut les faire avec ses fournisseurs, avec ses donneurs d'ordre. Donc il faut entamer une discussion, un débat, qui peut aller de la relation vers la relation partenariale. Une relation partenariale qui servira aux plus petits pour changer, évoluer, qui servira pour avoir accès au financement. Et donc, l'idée, c'est d'y préparer à partir de maintenant, parce que c'est un long chemin. On a vu aussi déjà des grandes entreprises qui ont entamé les changements ont besoin de temps plus les petites entreprises. Finalement, pour arriver à quelque chose qui est la data, la donnée, une donnée de qualité, parce qu'on n'est plus sur de la donnée économique, on a dit, on est sur de la donnée qui parfois relève du scientifique. Et à ma connaissance, il y a très peu de scientifiques en entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau débat à faire en entreprise. Un nouveau débat qui s'est fait avec des matières de l'humanisme, donc qui relève des droits humains, du scientifique, du financier. Voilà. Donc, tout ça, on va les voir aussi ensemble dans les prochains mois. L'idée, c'est de partager ensemble toutes ces idées et des bonnes pratiques, des choses à mettre en place concrètement. Pour ce faire, donc, vous allez recevoir un message de remerciement, mais aussi une invitation à participer au groupe de travail sur la finance durable. Vous pouvez déjà partager vos avis par rapport à cette conférence, cette table ronde, et aussi vos idées. Donc, n'hésitez pas à scanner ces QR codes. On a besoin de vos avis pour finalement faire progresser les débats vers quelque chose de concret qui puisse vous être utile. Donc, je pense que j'ai un peu tout dit pour l'instant. On va travailler sur la chaîne des valeurs aussi. Donc ça, c'est un sujet un peu plus large que la finance durable. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je tiens à vous remercier tous et toutes à ces magnifiques panels. Conception, Novetic, L'Oréal, Émilie de Mirova, Euronext et Danone, Columbus Consulting. Et donc je vous dis à très bientôt et merci.